La raison est un outil puissant. Elle nous permet de penser logiquement, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. Elle nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Mais la raison a ses limites. Elle peut nous tromper. Elle peut nous aveugler sur la vraie nature de la réalité. La raison opère à l'intérieur d'un cadre. Ce cadre est construit sur nos sens et nos expériences. Mais nos sens peuvent être trompés. Nos expériences peuvent être limitées. Nous sommes des êtres finis, essayant de comprendre un univers infini. La raison cherche à catégoriser et à définir. Elle décompose des phénomènes complexes en parties plus simples. C'est utile, voire nécessaire, pour la compréhension. Cependant, cela peut nous conduire à croire que les parties constituent la totalité. Henri Bergson, un philosophe français, a remis en question notre compréhension du temps. Il a soutenu que le temps n'est pas linéaire. Ce n'est pas une série de moments distincts. Au contraire, le temps est liquide. Le temps est un fluide continu et indivisible. Il coule comme une rivière, toujours changeante et toujours en mouvement. Le philosophe présocratique Héraclide ne disait-il pas « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Notre raison essaie de fixer le temps. Nous le mesurons avec des horloges et des calendriers. Mais ce sont des constructions artificielles. Elles nous aident à naviguer dans les aspects pratiques de la vie. Cependant, elles ne capturent pas l'essence du temps. Notre perception du temps comme linéaire est une illusion. C'est une illusion utile. Elle nous permet de fonctionner dans le monde. Mais cela reste une illusion. Le temps ne peut être réellement compris que par l'intuition. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'Henri Bergson fut prix Nobel de littérature en ayant produit une œuvre philosophique. Nous ne pouvons véritablement nous détacher de notre conception du temps, alors nous sommes obligés d'user de métaphores et de figures de style pour en capturer le sens profond. N'est-ce pas là l'un des rôles de l'art et de l'artiste que d'apporter au commun des mortels ce que son hyperesthésie lui fit ressentir? Nous parlons souvent d'une génie créatif, d'un artiste inspiré par sa muse. Le mot génie en français a deux sens. Tout d'abord, celui d'une créature mythique invisible, puis celui d'une intelligence hors du commun. Et si je vous disais que ces deux concepts étaient très liés? Le mot génie vient du latin genius, qui renvoie à l'idée d'une créature invisible, telle que le rapporte la locution latine genius meus nominatur, cuiam me genuit, signifiant « il se nomme mon génie parce qu'il m'a engendré ou généré ». Nous avons là la conception d'un génie créateur. Le mot genius partage la même racine étymologique que le mot arabe al-jin, qui a donné en français le mot djinn. Il s'agit d'une créature invisible et cachée des hommes, ayant le pouvoir de réaliser des vœux et d'influencer les humains. Cette racine sémitique composée des lettres Jim et Nun renvoie à l'idée de quelque chose de caché. En effet, le mot Al-Majnun en arabe veut littéralement dire fou, c'est-à-dire celui dont la raison est camouflée, ou comme dans le mot Al-Jannah, qui signifie paradis. Ce mot provient certainement de l'hébreu Gan, qui veut dire jardin caché, comme dans l'expression Gan Aeden, c'est-à-dire le jardin des délices, ou plus communément le jardin d'Éden. L'équivalent grec du mot Gainius est le mot daimon, qui a donné démon en français. Le daimon, nous venant de Socrate, est le Dieu personnel et propre à chaque individu. Il n'est ni bon ni mauvais. Il nous guide simplement dans nos choix et nos décisions. Socrate lui-même disait être guidé par son daimon. C'est pour cela qu'il fut condamné par le tribunal athénien pour corruption de la jeunesse et introduction de nouvelles divinités au panthéon grec. Nous pouvons faire un parallèle et une analogie entre le génie et l'inconscient chez Freud. En effet, le génie et l'inconscient sont cette partie cachée et enfouie en nous, qui nous influence et nous guide dans nos décisions. Notre inconscient pour comprendre des choses que notre conscience n'a pas su déceler. Ainsi, nous pouvons parler d'un inconscient créateur, ou plutôt générateur, car le mot génie partage la même étymologie que les mots générique, génération ou encore génétique. Il s'appelle mon génie car il m'a généré.
Pourquoi percevons-nous le monde d'une manière qui n'est pas tout à fait exacte? La réponse réside peut-être dans l'évolution. Nos sens et nos capacités cognitives ont évolué pour nous aider à survivre. Ils n'ont pas évolué pour nous montrer le monde tel qu'il est réellement. Imaginez une créature capable de percevoir toute la complexité de la réalité. Elle serait submergée par les informations sensorielles. Elle serait paralysée par l'immensité de l'univers. Elle serait une proie facile. Notre perception limitée est une adaptation. Elle nous permet de nous concentrer sur ce qui est important pour la survie. Nous voyons ce que nous avons besoin de voir. Nous entendons ce que nous avons besoin d'entendre. Ce n'est peut-être pas la vue d'ensemble, mais c'est suffisant pour nous maintenir en vie. Nous avons tendance à penser que l'homme est obsédé par le fait d'acquérir et de posséder, mais en réalité, l'homme est obsédé par la recherche et la quête pour acquérir et pour posséder. L'homme ne se satisfait pas de l'être, il a besoin d'un devenir perpétuel. Le malheur et la tristesse naissent de notre incapacité à être satisfait de ce que l'on a. Ainsi, nous cherchons perpétuellement à avoir plus, tout en sachant au fond de nous que la possession ne nous rendra pas heureux, mais la quête perpétuelle pour l'obtenir donne un sens à notre vie qui n'en a pas en elle-même. Nos sens ne sont pas des instruments parfaits. Ils sont sujets à des erreurs et à des biais. La couleur rose, par exemple, n'existe pas en tant que longueur d'onde de la lumière. C'est une création de notre cerveau, une façon d'interpréter un vide dans le spectre visuel. Le toucher aussi est une illusion. Nous ressentons la pression et la température, mais pas les atomes et les molécules qui composent les objets. Notre cerveau construit la sensation du toucher à partir de ces signaux. Même notre compréhension la plus fondamentale de l'univers est basée sur des modèles et des interprétations. Prenons la dualité onde-particule de la lumière. La lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule, selon la façon dont nous l'observons. Ce concept défie notre expérience quotidienne. Il nous force à confronter les limites de notre intuition. À la manière du malin génie de Descartes, le monde que nous percevons est une réalité filtrée. Nos sens, façonnés par l'évolution, nous présentent une version simplifiée de l'univers. Cette version est conçue pour notre survie, pas nécessairement pour l'exactitude. Un grand danger naîtrait de l'omniscience, la connaissance que rien n'a de sens et que nous nous aliénons de nos propres certitudes. Je vous remercie. Si vous avez aimé ou pas ce contenu, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Je lirai tout ça avec plaisir. C'était le Philophile. À très bientôt.